Bonjour à tous, je vais vous présenter ici un projet de recherche que je développe au sein de l'UMR-EIO, donc écosystème insulaire océanien. Je suis chercheur à l'Institut de recherche pour le développement et ce projet donc vise à mieux comprendre l'impact des espèces exotiques envahissantes sur les écosystèmes terrestres polynésiens, donc sur la biodiversité terrestre de Polynésie. Donc une espèce exotique envahissante, c'est une espèce qui n'est pas indigène, donc qui n'est pas originaire de la région d'intérêt, donc ici de Polynésie, mais qui a été importée par l'homme de manière volontaire ou non d'ailleurs, et qui menace les écosystèmes, les habitats, les espèces natives. Ces espèces exotiques envahissantes, elles représentent la principale cause des extinctions passées. Vous avez ici quelques exemples d'espèces d'oiseaux qui autrefois vivaient à Tahiti, mais qui sont aujourd'hui éteintes, toutes probablement à cause des espèces apportées par les Occidentaux. Donc vous avez par exemple ici au milieu le râle de Tahiti, qui est une espèce qui était probablement bien connue des Polynésiens, mais qui n'a été observée qu'une seule fois par les Occidentaux lors du deuxième voyage de Cook, et on pense que c'est l'arrivée des rats noirs avec ces bateaux de Cook qui a causé l'extinction de cette espèce. Donc ces rats noirs qui n'étaient pas présents à Tahiti avant et avec lesquels ces espèces n'ont jamais coévolué, n'ont jamais coexisté, leur arrivée a vraiment mené à l'extinction de ces espèces. Les oiseaux natifs, certaines espèces d'oiseaux, en tout cas natifs de Tahiti, n'étant pas capables de répondre à l'arrivée de ce nouveau prédateur. Donc, outre cet impact très important passé des espèces envahissantes sur les espèces natives, les espèces envahissantes restent aujourd'hui un problème majeur, notamment en milieu terrestre. Sur cette figure ici sont représentés donc en bleu le nombre d'espèces qui ont été évaluées par l'IUCN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, et qui sont considérées comme étant menacées. Donc vous avez par exemple tout à gauche sur cette figure environ 60 à 65 plantes qui sont considérées comme étant menacées sur cette barre bleue. Et à côté de ces barres bleues, vous avez le nombre d'espèces qui sont menacées par chaque type de menace. Donc par exemple, on constate que la menace principale en milieu terrestre, que ce soit pour les plantes, les mollusques ou les oiseaux, ce sont les espèces envahissantes. Donc ces barres rouges sont les barres les plus élevées à côté de ces trois groupes taxonomiques. Trois groupes qui sont donc terrestres. Les mollusques ici qui ont été évalués sont principalement des escargots terrestres, donc de la famille notamment des Partulidés, donc cette famille qui est endémique à la Polynésie. Et les oiseaux ici sont également presque exclusivement des oiseaux terrestres. Le reste, les autres groupes que vous voyez représentés ici, sont des groupes qui sont constitués principalement d'espèces marines, qui sont donc beaucoup moins impactées par les espèces envahissantes. Donc les espèces envahissantes restent la problématique numéro 1, la principale menace sur le milieu terrestre en Polynésie. C'est une problématique qui est bien connue. La DIREN travaille beaucoup sur cette question-là pour améliorer le statut de conservation des écosystèmes terrestres. Et Jean-Yves Meyer de la délégation à la recherche, donc qui est chercheur à la délégation à la recherche, a beaucoup travaillé déjà depuis les années 90 sur ces questions pour mieux comprendre donc comment ces espèces envahissantes interagissent avec les espèces natives, quels sont leurs impacts sur les écosystèmes. Il a notamment beaucoup travaillé sur le Myconia et révélé donc ses impacts, mais également développer des méthodes de gestion de cette espèce. Et donc ici, au sein de l'UMR-EIO, l'objectif de ce nouveau projet qui se développe est vraiment de mieux comprendre, de mieux informer les politiques de gestion de ces espèces envahissantes en comprenant mieux comment elles impactent les écosystèmes natifs. Donc pour ça, je vais vous présenter aujourd'hui deux contextes dans lesquels je mène des études. Je n'ai pas de résultats vraiment encore à vous présenter, c'est un projet qui débute tout juste, mais c'est plus la logique et l'objectif de ce projet que je souhaiterais vous introduire ici. Donc d'une part, une étude de la structure des communautés d'oiseaux des îles de la société, donc qui part de ce constat qui est qu'il y a énormément d'espèces introduites, qui ne sont donc pas originaires des îles de la société, mais qui sont présentes, énormément d'oiseaux qui sont présents. L'objectif ici est de comprendre comment ces espèces introduites interagissent avec les espèces natives, pour avoir une base sur laquelle s'appuyer, pour mieux comprendre les interactions entre ces espèces et pour mieux gérer potentiellement les espèces envahissantes ou introduites. Ensuite, une autre approche qui vise à profiter de projets d'éradication d'espèces envahissantes, en particulier à Tétiaroa, pour comprendre leur impact sur les écosystèmes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on enlève une espèce envahissante de l'écosystème? Comment est-ce que l'écosystème répond? Pour commencer avec cette partie du projet qui vise à caractériser les communautés d'oiseaux des îles de la société, je vous présente ici donc les espèces terrestres résidentes natives de Tahiti. Donc, j'exclus ici d'une part les oiseaux de mer, d'autre part les oiseaux migrateurs, pardon, et on constate ici on se retrouve avec une dizaine d'espèces, et à l'exception peut-être de l'aigrette que vous voyez
ici au milieu à droite, donc il y a à la fois une forme noire qui est probablement plus commune à Tahiti et une forme blanche de cette même espèce. La plupart des autres espèces sont relativement difficiles à observer à Tahiti. En particulier, les trois espèces que vous voyez en bas à gauche, donc le monarque, la rousserolle, la salangane, sont relativement difficiles à trouver. Il faut vraiment savoir où aller, sont très localisées et ont des populations assez faibles. Donc ce sont des espèces qui sont assez peu observées, en tout cas à moins qu'on cherche vraiment à les trouver. À l'opposé, on retrouve toute cette communauté d'espèces introduites à Tahiti, donc des espèces qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas natives de Polynésie, et qui viennent d'un peu partout. On retrouve ici les petits vinis en haut à gauche qui proviennent d'Australie, une espèce d'Amérique centrale, plusieurs espèces qui viennent d'Asie du Sud-Est, deux espèces d'Afrique, le pigeon bisé enfin, qui nous vient d'Europe. Et toutes ces espèces introduites, ou presque, sont particulièrement abondantes, et ce sont les espèces qu'on voit au quotidien. Ce sont les espèces qui sont présentes en ville, qui sont présentes sur le campus de l'université, qui sont beaucoup plus faciles à observer, beaucoup plus abondantes, au moins en milieu développé, en milieu urbain, mais qui sont également relativement abondantes, un peu plus en forêt, dans des milieux un peu mieux préservés, y compris en altitude. Et donc l'objectif de ce projet de recherche ici est d'établir donc une étude à long terme visant à caractériser donc ces communautés d'oiseaux et leurs changements internes, essayer de comprendre comment ces communautés d'oiseaux natives et introduites interagissent en comptant ces espèces, en comptant ces oiseaux dans différents habitats sur les îles que vous voyez nommées ici. Donc concrètement, ça revient à faire toute une série de points écoute en particulier. Donc un point écoute, c'est simplement un site où je me rends, où je reste pendant un temps donné en comptant l'ensemble des oiseaux que je vois, que j'entends, caractérisant leurs espèces, leur comportement et le type d'habitat dans lesquels ils sont présents. Et ce type de point écoute réparti dans un nombre important de sites me permet vraiment de caractériser ensuite le type d'habitat où on retrouve les différentes espèces. Ça me permet de comprendre quelles espèces sont présentes dans quels habitats et quelles espèces interagissent avec quelles espèces. Est-ce que certaines espèces s'excluent mutuellement ou au contraire, est-ce qu'elles ont tendance à se retrouver ensemble, etc. Et est-ce que, en particulier, les espèces introduites affectent les espèces natives? Donc l'objectif ici de ce projet est tout d'abord d'établir un état des lieux de référence, savoir aujourd'hui où sont ces différentes espèces, comment elles interagissent, pour ensuite pouvoir mettre en place un suivi à long terme qui nous permettra de constater d'éventuels changements liés à des changements dans la structure des communautés, s'il y a de nouvelles espèces envahissantes qui arrivent. Au contraire, des changements liés à de la gestion de ces espèces envahissantes. Si on enlève certaines espèces, qu'est-ce qui se passe au niveau de la structure des communautés d'oiseaux, etc. L'objectif est également de pouvoir développer des programmes de conservation bien informés, où on comprend déjà très bien comment les espèces interagissent, pour savoir sur quelles espèces il faut se focaliser pour aider au maintien et à la conservation d'espèces importantes, natives en particulier. Donc voilà pour cette première partie liée à la caractérisation des communautés d'oiseaux natives et envahissantes de Tahiti et des îles de la société. Dans cette deuxième partie, je vais vous présenter un programme de recherche que je développe donc à Tetiaroa et qui vise à comprendre l'impact de mesures de gestion des espèces envahissantes sur l'écosystème. Comment est-ce que les écosystèmes répondent à ces mesures de gestion? Donc Tetiaroa, c'est cet atoll qui se situe à une cinquantaine de kilomètres au nord de Tahiti et qui est constitué de 12 motus. Donc vous avez 2 motus qui sont gérés par l'hôtel Le Brando, mais les 10 autres sont intégralement gérés par la Tetiaroa Society, donc une association loi 1901 qui a pour objectif la restauration de l'atoll vers un état proche de son état naturel, donc pré-occupation humaine, et à une gestion, objectif de gestion durable de cet atoll. Donc cette restauration passe par l'éradication d'espèces envahissantes et pourrait mener à la réintroduction d'espèces en danger ailleurs en Polynésie. On pense notamment à ces deux espèces, donc une calicolombe et également au chevalier des Tuamotu, qui sont des espèces assez similaires probablement à des espèces qui étaient présentes historiquement à Tetiaroa et qui aujourd'hui sont présentes donc, dans les Tuamotu, mais avec des populations reliques qui se portent relativement mal. Donc ces deux espèces sont en danger d'extinction et l'objectif potentiellement en effectuant ce type de réintroduction serait d'avoir des populations de sûreté pour limiter les risques que ces espèces ne viennent à s'éteindre. Mais avant d'en arriver là, il faut donc passer par toutes ces politiques de gestion et de conservation, de restauration de l'atoll. Donc Tetiaroa est un terrain de jeu particulièrement intéressant pour un chercheur
en biologie de la conservation, d'abord parce qu'il y a ce programme très ambitieux de conservation, de restauration à long terme, ensuite parce que c'est un atoll qui est très facile d'accès depuis Tahiti, ce qui permet donc d'effectuer des études très régulières, notamment à une échelle mensuelle, ce qui est beaucoup plus facile que dans la plupart des atolls qui sont relativement difficiles d'accès. C'est difficile de retourner sur ces atolls des Tuamotu chaque mois, par exemple. Ensuite, parce qu'il y a une capacité d'accueil d'équipes de recherche, il y a à la fois des laboratoires, il y a également des hébergements à la station de recherche de Tetiaroa, il y a un accès à des financements privés pour la recherche et la conservation, et enfin, il y a déjà tout un consortium d'équipes de recherche qui travaillent sur place, donc des équipes qui viennent de Polynésie, mais également de l'étranger, et qui mènent des projets très divers sur les écosystèmes de Tetiaroa. Et donc aujourd'hui, ce qui focalise l'attention de la Tetiaroa Society, mais également des équipes de recherche qui viennent sur place, c'est ce programme d'éradication des rats, donc de dératisation. L'ensemble des rats devrait être éradiqué de l'atoll en 2022. Ce qui est particulièrement intéressant en termes de protocole expérimental, c'est qu'on a aujourd'hui donc toute une série de réplicas. Il y a plusieurs motus, avec plusieurs motus sur lesquels les rats n'ont jamais été présents, donc des motus contrôle en quelque sorte, et d'autres îlots sur lesquels les rats sont présents. Enfin, on a également quelques îlots sur lesquels les rats ont été éradiqués récemment, donc en 2018 ou en 2020, ce qui nous permet également d'avoir un suivi temporel, donc à différents moments après l'éradication des rats, de regarder ce qui se passe au niveau de l'écosystème, comment l'écosystème répond. Et aujourd'hui, donc, la plupart des équipes de recherche qui travaillent sur place essayent d'établir un état des lieux avant le retrait des rats pour essayer de pouvoir étudier ensuite, une fois que la dératisation a été effectuée, comment l'écosystème change en réponse à cette dératisation. Donc l'idée centrale de ces équipes de recherche, qui travaillent principalement aujourd'hui en milieu marin, c'est que la dératisation va permettre aux oiseaux de mer de revenir. On va pouvoir permettre une augmentation de la taille des populations d'oiseaux de mer nicheurs. Pourquoi? Parce que les rats sont des prédateurs des œufs et des poussins, et une fois donc il n'y a plus de rats, ces oiseaux vont pouvoir revenir, recommencer à se reproduire sur les îlots où les rats étaient présents, et on aura une augmentation potentiellement significative du nombre d'oiseaux de mer, qui permettra donc une augmentation également des fientes, donc du guano apporté, qui est une source clé de nutriments pour ces écosystèmes qui sont autrement relativement pauvres. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on s'attend à ce que ces nutriments enrichissent notamment l'écosystème terrestre, mais également les écosystèmes marins alentours, parce que ce sont des écosystèmes qui sont très connectés. Et donc finalement, le retrait des rats aura des conséquences sur l'enrichissement du lagon et des récifs coralliens. Donc, il y a des équipes de recherche qui travaillent aujourd'hui beaucoup sur différents compartiments du milieu marin, donc sur les coraux, sur les microbes, sur également les poissons, les algues, etc. Mais l'objectif ici du projet que moi je viens de développer sur Tetiaroa est d'apporter également une meilleure compréhension de comment les rats vont affecter le fonctionnement des écosystèmes terrestres. On a déjà donc Jean-Yves Meyer de la délégation à la recherche qui vient travailler sur les changements dans la structure de la végétation. Et ici, donc, mon apport ciblerait plus deux compartiments de ces écosystèmes. Donc, ce projet visera d'une part à comprendre comment l'élimination des rats va affecter les oiseaux de mer, on vient de voir l'importance de ce compartiment, et d'autre part les crabes terrestres, donc qui jouent un rôle, on parle donc d'architecte de l'écosystème, via les différentes fonctions qu'ils assurent dans ces écosystèmes lorsqu'ils sont présents en quantité importante, donc en absence de rats. On s'attend en particulier à ce que les crabes jouent un rôle très important dans la décomposition de la litière, ou par exemple dans la dispersion des graines. Et donc l'objectif ici de ce projet est de caractériser donc la réponse de ces deux compartiments à l'élimination des rats et les conséquences que ça a sur le fonctionnement de l'écosystème terrestre en général et donc sur les écosystèmes alentours. Donc pour mener à bien cette recherche, la clé est de collecter autant de données que possible avant l'éradication des rats pour vraiment bien comprendre ce qui se passe avant et pour le comparer avec ce qui se passera une fois les rats enlevés. Donc ça passe d'abord par un comptage mensuel des oiseaux de mer nicheurs, ce qui va me permettre d'avoir toute une année de données avant l'éradication, où je saurai exactement donc combien il y a d'oiseaux de mer, quand est-ce qu'ils ont des œufs, quand est-ce qu'ils ont des poussins, où est-ce qu'ils se trouvent, dans quels habitats, et de pouvoir comparer ça avec les populations d'oiseaux de mer une fois que les rats auront été enlevés. Ça passe donc également par une caractérisation des communautés et de la densité des différentes espèces de crabes terrestres, de la même manière pour pouvoir comparer avant et après l'éradication des rats. Et enfin, une caractérisation un peu plus précise de certaines espèces, certaines populations de crabes, afin de voir comment la morphologie de ces crabes, leur comportement, change en fonction de la présence ou non de rats. Et finalement, l'objectif est vraiment d'essayer de caractériser le fonctionnement de l'écosystème. Donc, une des mesures phares ici,
qui est prise également sont des mesures liées aux différentes fonctions de l'écosystème, par exemple, en caractérisant donc la vitesse de décomposition de la litière, avec pour objectif, encore une fois, de voir ce qui se passe avant et après éradication des rats. Je vous remercie pour votre attention et je remercie mes collaborateurs et mes financeurs pour ce projet.